Vous savez qui je suis, hein, donc je vais me représenter, Pascal Choisel, je travaille sur le pôle de Montpellier, donc avec les athlètes du pôle France et du pôle Espoir. Et puis, bon, ben, mes interventions, ils sont de tout genre, prépa physique, natation, vélo, course à pied, enchaînement et autres, en collaboration donc avec Carole Perron et Stéphanie Gros. Les préférences motrices, je l'avais abordé parce que je trouvais que c'était un peu novateur, un peu sympa, sur un webinar de fin novembre, début décembre, je ne me souviens plus exactement. Et a priori, ça avait plu et interpellé certaines personnes, entraîneurs, c'était elle, ou responsables de club, et puis l'approche était un petit peu différente. Donc, Fabienne Lordet m'a demandé de remettre un peu le couvert et d'approfondir. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous donner voir un petit peu comment les préférences motrices sont arrivées au bout du jour. Moi, ce que j'en ai fait dans ma formation en 2009 et sur la recherche que j'avais fait pour ma certification sur la natation, plus précisément, parce qu'ils avaient déjà pas mal de choses. Et donc voilà. Et puis aujourd'hui, ma collègue Stéphanie, dont je parlais, est aussi certifiée. Et c'est quelque chose qu'on utilise, je dirais, au quotidien. C'est pas notre guide, mais c'est un outil qu'on utilise pour parfois trouver des solutions à des problèmes de motricité ou de définir les préférences des uns et des autres pour qu'ils puissent performer dans les meilleures conditions possibles. J'ai bien dit c'était un outil, c'est pas non plus voilà, c'est pas parce qu'on sait ça qu'on sait tout faire. L'idée d'un bon coach, c'est d'avoir plein d'outils puis d'utiliser les bons outils au bon moment, hein. Quand il faut un marteau, il faut un marteau. Quand il faut un tournevis, il ne faut pas un marteau. Donc voilà. Donc en préambule, voilà, en attendant que les derniers soient connectés, on va commencer à attaquer. Et puis, je vais vous proposer aussi de vous auto-évaluer. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Donc, préparez une petite feuille et un crayon à côté de vous, de façon à éventuellement mettre une ou deux annotations. Et puis, on va essayer de voir, sauf si vous le savez déjà, mais quel est votre profil, ou vous le revisiterez d'une manière plutôt cognitive. Et puis après, j'essaierai alors, c'est difficile, hein, c'est une intervention que je l'ai un petit peu simplifiée, mais bon, qui peut durer 4 heures, 5 heures sans problème, lorsqu'on est en présentiel, parce que on fait des tests, on démontre des choses, on passe de l'ombre à la lumière avec certaines méthodes, mais là, effectivement, en visio, ça ne sera pas possible. Donc, on va essayer de le rendre le plus attractif possible. Donc, comme on dit dans le sud, top à la vachette, on est parti. On est parti quand on va être parti. Voilà. Donc, comme je disais précédemment, les sources, comment cette affaire-là est montée la mayonnaise a prise pour qu'on puisse arriver sur la motricité. Mais avant, c'est venu de personnes un peu plus lointaines. Et donc, le précurseur, je dirais, de cette démarche, c'est Carl Gustav Jung, hein, qui était le disciple de Freud. Donc, vous pourrez lire un petit peu le parcours de cet homme. Mais bon, voilà, il avait, dans les années 50, défini déjà 16 profils, et puis des types de personnalités. Et puis derrière, la mère et la fille, donc Karen Briggs et Isabel Myers, des Américaines, ont défini le MBTI. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, si on revient à Jung, bon, vous voyez qu'il était médecin, psychiatre, psychologue, né en 1875. Et voilà, il est mort en 1961, mais il a beaucoup écrit. Et donc aujourd'hui, on voit là dans le petit encadre en bas, vous pouvez noter un peu la bibliographie, parce que si ça vous intéresse, si c'est la mayonnaise prend, vous pourrez toujours aller voir et trouver ces documents. Donc les typologies de Jung. Et puis derrière,
Briggs et Myers ont défini le Myers-Briggs Type Indicator, qui est les types de personnalité. Et là, pareil, vous voyez que en bas à droite, il y a de la bibliographie et ça a été repris par Pierre Calvin et Geneviève Cailloux, qui, eux, ont remis en place le CCTI. Donc, c'est une version simplifiée du MBTI. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir définir les personnalités, ben, ils se sont appuyés sur des questions qui sont du type cognitif. Donc, on répond plus ou moins, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on répond d'une certaine manière au questionnaire. Il y a environ 200 questions, donc c'est quand même, ça prend déjà beaucoup de temps à le remplir pour l'avoir vécu. Et puis après, il faut l'analyser, donc ça prend aussi du temps pour analyser les réponses. Et puis bon, on peut se dire, on peut penser que suivant l'état psychologique dans lequel on est, là, on ne va pas répondre tout à fait de la même manière à toutes les questions. J'ai envie de dire, pour prendre un exemple, vous venez de gagner au loto 3 milliards d'euros, et puis, ou alors vous avez emplafonné votre super bagnole que vous venez d'acheter hier, même s'il y a des assurances. Bon, ben, sur le plan cognitif, vous n'êtes pas dans la même disposition et peut-être ça peut jouer un petit peu. Voilà, d'où après le fonctionnement du moteur, de définir la personnalité en utilisant la motricité, où là, ben, le corps ne trompe pas. Donc, on verra ça dans un second temps. Alors, juste un petit peu pas de littérature, mais quelques explications. Le concept de Jung tient une place originale dans la psychologie avec une approche particulièrement opérationnelle. Et donc, en fait, entre Jung et puis après les Myers and Briggs, ça a été beaucoup utilisé dans les entreprises par les RH pour du recrutement ou pour positionner des gens dans des situations de travail plus ou moins préférentielles. C'est une vision intégrative de l'homme. Toutes les dimensions sont prises en compte. Sur le plan, on est toujours que sur du cognitif. Une vision positive de l'inconscient. Donc, quand on parle du trou noir versus la découverte ou de la création, ben voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément, je dirais, conscientes, hein, comme c'est dit. Et ben voilà, c'est de pouvoir un petit peu d'être en mesure d'identifier les choses du mieux que l'on peut quand on est dans la vision positive. Et puis une vision dynamique fondée sur la loi des polarités, donc des différences hein, du yin et du yang. Donc le MBTI et ses caractéristiques, donc il ne juge pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais des manières d'être et d'agir différentes. Et c'est là que dans les connexions, les connexions, les faisceaux hertziens de la relation déjà, parce que là on est sur du cognitif, donc de la relation, ben, effectivement, on le verra après, les différentes personnalités n'entendent pas les mêmes choses de la même manière, ne disent pas les mêmes choses avec la même intention, et puis bien après, on rentre dans la difficulté de l'interprétation, et puis ben, des galères qu'il y a des fois dans la relation humaine, parce qu'on ne se comprend pas. Il décrit avec finesse le fonctionnement des personnalités, donc relief des points forts et les difficultés éventuelles, on verra les points forts et les points faibles après. Et il fournit un langage, c'est une manière un petit peu de s'exprimer et d'exprimer les choses et d'avoir, effectivement, quand je dis c'est un langage, quand on est, je dirais, entre gens qui sont formés de cette manière et qu'on commence vous allez voir c'est des lettres après, on commence à parler, il y a d'autres personnes qui disent mais c'est quoi cette nouvelle langue quoi? Parce que effectivement, on parle d'une manière un petit peu différente pour exprimer les choses, parce que voilà, c'est un peu comme des gens qui sont pas du tout sportifs et puis quand ils entendent parler de VMA, de SRM, de temps et autres, ben ça leur parle pas, c'est un autre langage aussi. Alors, le MBTI et ses caractéristiques, donc c'est une grille de lecture, hein, on a un observable, et il permet de comprendre les différences et de les accepter. Enfin, de les accepter si on a envie de les accepter, ça c'est libre à chacun.
Alors, maintenant, ça va être à vous. Je vais un peu vite parce que je sais que j'ai entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, si je vais aller au bout du bout dans le temps. Ça va être à vous de jouer. Et c'est là que je suis très frustré parce que je ne vous vois pas. Et vous allez essayer de vous définir. Donc, il va y avoir quelques petites questions, voilà, enfin, quelques phrases. Vous allez les lire tranquillement, je vais les lire avec vous, puis vous allez voir ce qui vous correspond le mieux. D'accord? Et puis on verra à la fin, enfin, vous verrez à la fin où vous en êtes. J'essaierai de vous aiguiller un petit peu, hein, mais évidemment pas tellement facile. Donc, la première, je dirais, auto-évaluation se situe sur la manière d'où on tire son énergie. Donc, il va y avoir deux possibilités. Donc, j'ai bien dit tirer son énergie. Parce que vous allez voir, il y a le I d'introversion, mais le E d'extraversion, c'est la manière de prendre de l'énergie. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc, si vous êtes le E de extraverti, en premier lieu, vous êtes tourné vers l'extérieur et normalement, c'est des gens qui sont un peu plus expressifs. Avant toute chose, on n'est pas que d'un côté, on n'est pas que de l'autre côté de la barrière. On a un peu de tout, mais on a des préférences et il y a une dominante. Ça aussi, c'est important de le garder à l'esprit. Je ne suis pas que E à l'inverse du I, parce que dans une journée, je vais basculer 80, 100 fois d'un côté à l'autre. Mais peut-être plus en E quand c'est ma dominante, peut-être plus en I quand ça sera ma dominante. Là, en revanche, moi, tout seul, devant mon écran, je fais du E face à mon écran et je vais faire ça pendant 1 heure et demie. Donc voilà, là, je suis vraiment dans je suis tourné vers l'extérieur et c'est vraiment là, ça correspond complètement à la situation. Donc, imaginons que c'est vous qui lisez, hein, je suis énergisé lorsque je peux intervenir en public. Ça me donne de l'énergie. Hein. Les idées me viennent plus facilement lorsque je parle. Donc voilà, il y en a qui s'écoutent parler, même c'est les gens qu'on dit des fois qui parlent un peu trop et qui s'écoutent parler. Je me sens mieux à chaque fois que je peux dépenser mon énergie. Donc c'est interagir. Je donne l'exemple, je bouge toujours sur ma chaise. Vous voyez, par exemple, à l'école, on pourrait faire des dominantes E d'une classe et des dominantes I d'une autre classe, parce que souvent les dominantes E, ils bougent les stylos, ils se basculent sur les chaises. Ça, c'est vraiment une dominante. Bon, mais ceux-là, on les engueule, ils n'ont pas le droit. Mais bon, normalement, c'est bien, c'est leur fonctionnement. Et puis, ma devise, la réponse est quelque part autour de moi, il faut juste que je la trouve. Je vous laisse quelques secondes, vous relisez. J'y reviendrai parce que c'est tellement pas facile comme ça. Donc, à l'inverse, le I, en premier lieu de l'intérieur, ce sont les réservés, un petit peu plus réservés. Je dirais que je vous donnerai un exemple après. Donc, je suis énergisé lorsque je peux me retirer et m'isoler. Les idées me viennent plus facilement lorsque je me tais. Donc, je reviens dans ma maison et je réfléchis. Je ne dépense mon énergie que si j'ai l'impression d'être efficace. Ma devise, la réponse était à l'intérieur. Il faut juste que je la sorte. Je reviendrai. Je peux revenir un petit coup sur celui d'avant si vous voulez le relire une fois. Donc, par exemple, lui, quand il rentre dans une salle où il y a du monde, un cocktail ou, je sais pas, dans une salle où il ne connaît pas beaucoup de monde, il va spontanément et plus facilement aller vers les gens et créer du lien. Alors que lui, dans un premier temps, il va se mettre dans un coin et il va observer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, hein, j'insiste. Hein. Mais voilà, il va lui falloir un petit temps d'adaptation. J'observe, tac, 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 qui est qui fait quoi, et puis je vais commencer à avancer gentiment. Voilà un petit peu l'exemple de la grande différence. OK. Tout le monde est bon? Très bien, je continue. J'espère pour vous. Alors, la deuxième lettre, c'est comment je perçois l'environnement, comment j'assemble les informations. C'est ma perception des choses. Et donc, c'est bien marqué perception. Donc, le S de sensitif, donc on fonctionne avec les 5 sens, ce sont des observateurs.
C'est ce qui est dit. Hein. Je suis réaliste et je fais confiance à l'expérience. Le travail de routine me sécurise. S'il y a changement, il doit être progressif. S'il y a un problème, il faut changer la structure. Alors, souvent on dit qu'ils sont un petit peu plus pragmatiques, voilà, un peu plus, voilà, c'est plus sur du concret, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le S du sensitif, et les intuitifs. Le sixième sens, en premier, ce sont les introspectifs. Mais donc, ce qui est important à retenir, c'est l'intuition. Je suis perspicace et je fais confiance à mon inspiration. Le travail de routine m'ennuie. Souvent, on dit il faut que ça change. Le changement m'apporte de l'énergie, justement. Je fais confiance aux possibilités. Ma devise, s'il y a un problème, il faut changer les systèmes de croyances et échanger les connaissances. Pour faire un petit tour en arrière. Et une petite relecture de lui. Et je vous laisse noter comment vous pouvez vous percevoir. On peut faire un petit peu des deux, hein, toujours, hein, parce que c'est pas parce que un S, il peut avoir l'intuition, hein, il peut voilà, dire comment je perçois les choses. Ah tiens, je le ferai comme ça. Ah tiens, je le capte là, mais je ne peux pas l'expliquer, ça arrive. D'accord. Et puis l'autre aussi, il est capable de faire un peu de routine parce que ça marche dans les deux sens. Mais la dominante. Hein. La troisième, c'est la prise de décision. Donc, comment on fonctionne sur la prise de décision. Le T de thinking. Si vous êtes du type pensée, utilisation de la logique rationnelle en premier lieu. Ce sont les durs d'esprit. C'est bon, le prenez pas au premier degré sur les durs d'esprit, mais voilà, c'est plutôt c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de gris. D'accord. Pour imaginer un petit peu, hein, nouveau. Hein, j'aime classer les informations par rapport à un système logique. J'ai besoin de temps pour franchir la distance naturelle me séparant de l'autre. Il m'arrive assez souvent de regretter ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a peut-être pas eu les formes. Ma devise à tout problème, il existe une solution rationnelle. Je vous laisse regarder si vous vous retrouvez là-dessus. Et j'avance. Et les F de feeling, du sentiment en anglais, utilisation de la logique affective en premier lieu, ce sont les tendres de cœur ou les amicaux. Alors, eux, par contre, il y a beaucoup de nuances, il y a du gris. Et même des fois, ils cherchent du gris, même si ça pourrait être que noir ou que blanc. Mais voilà. La suite, je me souviens des faits et des gens grâce à mon ressenti ou à mon sentiment. Je n'aime pas que l'on touche à mes valeurs. Je me sens capable de ressentir ce que l'autre ressent. Et ma devise, l'important, c'est d'aimer. Donc là, dans la prise de décision, celui qu'on a vu avant, c'est blanc ou c'est noir, c'est comme ça, et puis basta, c'est rationnel. OK. Et eux, c'est peut-être que oui, on pourrait mettre un peu des formes, oui, c'est pas très grave, on va s'organiser, on va trouver une solution, peut-être pas si rationnel que ça. OK? Donc, vous avez dû avancer gentiment. Dommage pour ceux qui arrivent en retard, désolé pour vous, j'ai commencé, c'était peut-être une partie qui peut être amusante pour certains d'entre vous. J'espère que vous m'entendez toujours. Là, j'ai eu une demande de micro, mais normalement, ça fonctionne. Alors, comment on oriente sa vie, comment on est organisé dans sa vie, sa manière de s'organiser. C'est le style de vice. Tiens, je n'ai même pas vu ça. Donc, si vous êtes J, c'est du jugement.
pousse à conclure, à décider. Ce sont des planificateurs. En fait, le J, c'est quelqu'un qui est assez structuré. Le J ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Il aime bien finir une chose avant d'en commencer une autre. Vous allez voir. Après, ben voilà. Je préfère faire les choses une à une, ou une après les autres. J'aime trouver le mot qui décrit exactement ce que je veux dire. Si je commence un travail, j'ai besoin de le terminer. Ma devise, c'est dans l'effort que je me réalise le mieux. En effet, celui-ci, le J, quand on a tendance à être J, on a du mal à laisser un travail en plan, sauf voilà, contrainte particulière. On aime bien terminer avant d'en commencer un autre. Et le J, pour donner une autre idée, c'est on dit que les J ne perdent jamais quelque chose, mais quand ils le perdent, ils ne le retrouvent pas. Parce qu'ils sont tellement organisés dans leur quotidien qu'ils savent où ils posent les choses. C'est un peu plus carré, d'accord? Et les perceptifs, laissés ouverts, ce sont les explorateurs. Alors eux, à l'inverse, ils perdent souvent, mais ils retrouvent tout le temps. Où sont mes lunettes, où sont mes clés? T'as pas vu mes clés? Bon, vous voyez un peu le genre. Et donc, ils ont tendance à embrasser trop de projets à la fois. J'aime trouver la métaphore qui décrit le mieux ce que je veux dire. Ce n'est pas le mot. Je laisse fréquemment un travail dans un état inachevé pour pouvoir en commencer un autre. Ma devise, c'est dans le jeu que je me réalise le mieux. Des fois, ils commencent un autre travail, mais ils finiront jamais celui qu'ils avaient commencé avant. Et comme je le disais, donc, ils perdent souvent et ils retrouvent. C'est un peu, voilà, un peu souvent en retard, par exemple. Le J va arriver 10 minutes avant ou un quart d'heure avant à la gare pour être sûr, là, checker tout va bien. Le P il peut être en train de courir après le train. Bon, c'est des exemples. Hein, à nouveau, ce n'est pas du premier degré, mais c'est les tendances. OK. Je reviens un petit coup sur celui d'avant pour vous. Et puis, je reviens un coup là-dessus. Voilà. Donc, théoriquement, vous vous êtes auto-évalué. Donc, la combinaison des lettres IE, I ou E, N ou S, T ou F, P ou J. Donc, ça peut nous donner INFP, ESTJ, ENTP, INTJ. Voilà, ça va donner un petit peu des fluctuations comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne derrière. Alors, c'est la version simple parce qu'après, il y a toute une analyse du profil qui fait qu'on est sur on va analyser les préférences et les fonctions. Donc, ça va être un peu plus compliqué parce que ce ne sont pas que des lettres finalement qui sont mises bout à bout. Hein. Donc, voilà. 8 préférences. Alors, voilà, j'ai ma flèche là. Donc, si on est I, on est N, on est F. Voilà, ça, c'est un profil INFP. Et ben, l'ombre, je dirais l'opposé, c'est l'ESTJ, parce qu'il y a un opposé à chaque fois. Donc, d'accord, si ici j'avais un ISTJ, ici j'aurais un ENFP, pour faire simple. Donc, l'énergie, la perception, la décision, le comportement. Alors, peut-être qu'il y en a qui se trouvent là-dedans. Hein. J'avance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de tourner dans une boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand je suis ici, là, on voit qu'il se promène. Normalement, je domine mon I. C'est la dominante INFP, hein, là, en bas, là. Je domine mon I, puis je vais faire un peu d'eux, parce que je fais un peu d'eux, je fais un peu de tout. Je ne suis pas dénué de ce qui se passe là. Hein. Donc voilà, tac, je fais un peu. Ici, je fais un peu de N, je fais un tout petit peu de S, un peu de F, un tout petit peu de T, et puis ici aussi. Mais quand on bascule dans l'ombre, imaginons que cette personne-là, enfin, ce type de profil INFP, soit sous stress, complètement fatigué, vraiment au bout du rouleau, bah, cette grande boucle, elle peut s'inverser. Il peut basculer en ESTJ, mais il va prendre les mauvais côtés de l'ESTJ, alors que c'est quelqu'un de bien aussi. Mais voilà, il va prendre tous les mauvais côtés du profil opposé. Ça, c'est quand on est ben voilà, on a un gros coup de fatigue ou des contrariétés ou une maladie ou différentes choses qui font qu'on peut basculer.
OK? Alors, je ne peux pas avoir de retour, mais j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Si vous avez quelques questions simples, parce que j'ai noté aussi, hein, j'en profite, j'ai noté quelques questions qui avaient été posées par certains d'entre vous. Je tenterai d'y répondre. Vous les posez sur la boîte à dialogue et Virginie les récupérera et me les transmettra ou les posera tout à l'heure. OK? Alors, maintenant, on était sur le MBTI, donc sur la partie cognitive, et qui fait que chacun fonctionne différemment. Et quand on va analyser un, un- un profil, on va chercher à définir sa croix des fonctions. Je ne vous le ferai pas ici, c'est plus trop compliqué et un peu long surtout. Et si je reprends le INFP, l'INFP, sa première fonction, sa préférence, c'est le FI. Mais ça veut dire que c'est une personne qui va avoir besoin d'être valorisée, mais qui va chercher aussi à valoriser les autres, qui va prendre soin des autres, qui va être sur de l'intention, qui va être sur de l'affect à fond. Puis sa deuxième fonction, ça va être du SE, ça va être d'aller explorer les choses, d'aller chercher des solutions. Vous voyez, et donc pour chaque profil, c'est comme ça. C'est pas aussi simple que la lettre qu'on a vue. Mais ça, on va pas aller là-dessus parce qu'on est sur du MBTI ou du CCTI. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller dans les bouquins que je vous ai montré tout à l'heure. Vous trouverez toutes les explications et j'irai sur toutes les différentes fonctions. Hein, je vous parlais du FI, du SE, du NI, et tout ça. C'est très bien expliqué. Maintenant, ce qui vous nous intéresse peut-être, nous, coach, ou voilà dans notre environnement de sportif ou autre, hein, ça peut être sport santé aussi. Hein, on n'est pas que tout le monde n'entraîne pas que des athlètes de haut niveau. Et puis il faut faire du travail avec les autres, avec les petits tout, avec les gens voilà qui sont en difficulté de motricité. Donc là, ça va nous intéresser de voir ce qu'a fait Action Types. Donc Action Types, vous pourrez, il y a un site, hein, Action Types voilà, qui explique bien les choses, et puis ce qui s'y fait, et puis les formations qui sont dispensées. Alors, sont partis d'où les artistes? Ils sont partis donc des chaînes articulaires et musculaires de GDS. GDS, qui est GDS? C'est cette dame qui est décédée. Godit Denise Struve, c'était une Belge hein, qui était portraitiste, kiné, ostéopathe, chaîniste, et puis elle observait beaucoup les animaux. Et donc, elle a défini toutes les chaînes. Et donc, il y a une méthode GDS, qui est utilisée par les kinés. Il y a des kinés qui sont formés spécifiquement en GDS. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on en trouve, c'est une denrée rare et c'est très intéressant pour rééquilibrer toutes les chaînes. Hein, c'est comme une grande étoile de mer et il faut qu'il soit bien aligné. Quand il y a une chaîne qui est un peu en déficit, ou un excès d'une autre chaîne, ben, ça va tirer sur les branches de l'étoile de mer et puis ça va s'affaiblir et puis tout va se désorganiser. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes, bon, peut-être pathologiques, mais je dirais où l'expression de son corps est moins favorable. Donc ça existe, notez-le. Nous, on travaille avec des physios qui sont, enfin des kinés, pardon, qui sont formés GDS de temps en temps pour faire un petit check des sportifs et sportives, voir si tout est bien aligné. Et puis, donc, ces deux garçons qui sont initiateurs de ça, ils ont bossé des années, beaucoup d'observables. Ils viennent tous les deux du volet, d'ailleurs, je vais vous les présenter. Hein. Donc, il y a Bertrand Terrolas et Ralph Hippolyte. Donc, il y en a un qui est suisse, l'autre qui est français, mais qui est d'origine d'Hawaï. Ils ont tous été dans le haut niveau. Il est toujours dans le haut niveau volé Bertrand, mais il est à Macolin. Et puis, bon, Ralph, il est plutôt en bout de piste, bricole un petit peu de droite et de gauche. Il a exploré d'autres choses. Voilà, les réflexes archaïques et autres, ça, c'est encore autre chose. Et voilà, ils ont bossé et ils ont proposé la méthode Action Types. Donc, Action Types, c'est une typologie un peu comme le MBTI, mais sauf qu'on le définit d'une manière physique. Donc, il y a une formation et ceux qui ont
Alors, j'ai regardé les noms, je ne connais pas tout le monde, mais bon, j'ai lancé tout à l'heure un petit coucou. Connaissent certains tests que je fais. On peut définir en quelques minutes le type de la typologie de l'individu. Donc, on va retrouver un même ISTP ou un STJ de la même manière, mais sur des tests physiques. C'est donc une méthode de détection. Et donc, c'est un moteur cérébral et neuromoteur, puisque là, on va définir le cognitif et le moteur. D'accord ? Et puis, après, les applications qu'on va mettre en place avec cette méthode, de façon à ce que la personne soit dans les meilleures conditions possibles de son expression motrice. Et aujourd'hui, on verra tout à l'heure en course à pied, moi, j'ai déjà rencontré des athlètes qui couraient à l'envers. Et j'en ai encore qui sont rentrés, qui couraient à moitié à l'envers. Ils étaient dans leur profil en haut et pas dans leur profil en bas. Donc, sur la méthode d'apprentissage, on change. On revient dans le bon filon et normalement, ça se passe beaucoup mieux. Enfin, moi, j'ai jamais eu de cas où ça n'a pas marché. J'ai eu des petites blessures parce qu'on a mobilisé d'autres choses, mais rien de dangereux. Et surtout, ça a été toujours beaucoup mieux derrière. OK. Donc, l'idée, c'est de revaloriser l'individu pour ce qu'il est. Donc, voilà, ce qu'il est lui, de son centre, d'où ça sort, et sur le plan mental et sur le plan moteur, pour être encore meilleur. Et puis, effectivement, quand on favorise l'expression, on augmente la confiance en soi. Et donc, quand on favorise l'expression, c'est d'être bien dans sa maison, bien dans sa peau, et pour être le meilleur possible et pas marcher à côté de ses pompes, comme on dit parfois. Alors voilà, maintenant on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, on va voir les deux grandes chaînes. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait 6 chaînes. Il y a 2 grandes chaînes qui sont préférentielles. Donc, on l'avait déjà vu la dernière fois, mais comme j'y reviens, parce que je me suis dit, tout le monde n'a peut-être pas assisté la dernière fois. Donc, je refais un petit passage à basse altitude sur le sujet. Donc, les marches par le haut et marches par le bas. Marche par le bas, vous m'avez dit, mais c'est quoi maintenant, lui, tout à l'heure, le vert, c'était du S. Oui, là, c'est le S et le marche par le haut, c'est le N. Donc, là, le S, ça se situe dans cette région du cerveau et le N, ça se situe ici. J'en profite. Le F se situe ici et le T se situe ici. D'accord ? Et on le verra tout à l'heure quand on va parler des associés et des dissociés. OK ? Donc voilà, ça tourne gentiment comme ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avance et que, voilà, comment... alors là, c'est du Raymond Soyer, la différence. On l'a vu tout à l'heure sur le cognitif, affectionne la simplicité, valorise les aspects pratiques en premier lieu. Donc, c'est dit d'une manière un petit peu différente. Et eux jouent avec la complexité, valorisent les aspects liés au sens en premier lieu. Raison d'être ce que je fais. Donc, on voit la posture, c'est surtout ça qui nous intéresse, puisqu'on rentre maintenant sur du moteur. Donc, le S, alors marche par le bas, pourquoi ? Parce que on voit la position de la tête. Retenez-le pour après, parce que vous allez avoir une petite observation à faire. Après, je ne vais pas vous interroger, je n'aurai pas les réponses, mais pour vous, le regard est, vous voyez, vers le haut, là, enfin à l'horizontale, si l'on veut, à contrario de lui. Pourquoi ? Parce que lui, sa zone de sécurité, il est là. Elle est là. Marche par le bas, ici, c'est sa sécurité. Il n'a pas besoin de regarder, il sait. Il le voit, sa vision, elle est là. D'accord ? En revanche, sa zone d'insécurité, elle est au-dessus. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'on les a appelés. Ils les ont appelés, ce n'est pas moi qui les ai nommés, mais marche par le bas. D'accord ? Zone de sécurité ici. Et puis là, lui, l'inverse, il a la tête plutôt basse, et parce que sa zone de sécurité est en haut, sa zone d'insécurité est en bas. D'accord ? Regardez l'axe sagittal de vertical. Là, du coup, on voit que les appuis sont légèrement, enfin, le centre de gravité est légèrement en arrière, en avant, pardon, et là, il est légèrement en arrière. D'accord ? Ce qui veut dire que lui, il a tendance à aller vers l'avant, on le voit, puis lui, il a tendance à aller légèrement vers l'arrière. Ça veut dire que lui pousse sur ses jambes pour avancer, lui, il tombe. Il tombe, ce n'est pas péjoratif à nouveau, mais ça veut dire qu'il va passer sur l'appui.
Donc, deux types de marches qui sont différentes, mais ça va être deux types de courses à pied qui vont être différentes. Hein, on voit, il y a un flex de pied, on va dérouler un peu plus le pied ici, et là, on va avancer plus sur l'avant du pied. Il va y avoir un intérieur de pied ici, il va y avoir un extérieur de pied ici. Ça va être lié aussi aux rotations osseuses qui sont différentes. Ça veut dire qu'à un moment, on se pose les questions d'être dans des corrections des fois, mais moi, je serais ça aujourd'hui. Il y a des choses que je ne ferais plus aujourd'hui. Et il y en a une que vous connaissez très bien, qui s'appelle Carole Péon. Elle courait les jambes en X, les pattes sur le côté. On avait décidé à l'époque avec Franck Bignet de réaxer tout ça. Moi, je m'en occupe en prépa physique, mais après, c'est blessé. Et c'est peut-être pas pour ça, mais j'ai des regrets là-dessus. Est-ce que si on avait laissé faire la nature, ou corrigé qu'à la marge, ou très légèrement, ça n'aurait pas été mieux. Mais je n'ai pas la réponse. Mais il y a un moment, il y a des choses qu'il faut laisser faire. Quand vous voyez que c'est naturel et que ça demanderait trop d'énergie. Là, il y a des. Nous, on a une fille au pôle qui est en excès de PL, donc c'est d'ouverture de hanche et d'ouverture de pied. Mais c'est incorrigible, ça. Donc, parce qu'elle est comme ça, c'est sa PL postéro-latérale, c'est une chaîne qui est comme ça. Donc, à un moment, ça ne lui empêche pas d'avoir une allure un SV2 sur 10 bornes à 18 à l'heure, c'est pas un problème. D'accord. Mais c'est long, elle court comme ça. Et puis, quand elle passe sous une barre, des fois, on me regarde, on me dit, t'as vu? Ben, oui, j'ai vu, mais c'est bien, elle restera comme ça pour le moment. Parce qu'elle a une ouverture un peu exagérée. Mais voilà. Et donc, ça a été aussi validé, travaillé en lien avec les physios MBTI. Pardon, n'importe quoi. Avec les physios GDS, pardon. J'avance. Parce que si je commence à partir là-dedans, ça va durer un moment. Donc voilà, deux manières à nouveau sur la PM. Donc la PM, si je prends mon petit bonhomme, il est là, lui qui est en PM, donc un N, vous voyez, il est là. Enfin, il est là, on va voir ça après, mais c'est parce que c'est cette chaîne qui fait ça, là, qui s'accroche ici, et toute cette chaîne qui fait le tour, tac, 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 et qui vient là. C'est donc cette chaîne qui le tient. C'est comme si là, il y avait la force, le retenait, donc il peut se pencher vers l'avant. Et puis lui, l'autre, c'est l'inverse. Bon, là, c'est un petit peu exagéré, on va dire ici. La chaîne AM, antéromédiane, elle vient ici, tac, tac, et elle fait toute la partie avant. D'accord? Mais donc, pour se préparer, il y en a un qui est obligé de se mettre en avant pour aller dans son action d'AM, et puis l'autre, c'est l'arrière, il va se préparer en allant en arrière pour pouvoir se mettre en action. Il y a une préparation, il y a une mise en tension de sa chaîne pour pouvoir agir. OK? Alors, pour ces deux-là, donc c'est ces deux grandes chaînes. S'il y a des choses à retenir, c'est déjà ces deux grandes chaînes entre le marche par le bas et le marche par le haut, ou le S ici et le N ici. Là, on est sur un. J'ai pas envie de dire, on dit qu'il déroule plus le pied. Moi, j'ai pas envie de dire ça parce qu'en fait, ils peuvent être sur l'avant du pied, légèrement plus sur l'avant du pied, mais peut-être moins que l'autre. Seulement, ils ont besoin d'un contact au sol. Et c'est vraiment la différence parce qu'ils ont besoin de pousser sur leurs appuis. Alors que l'autre, il va passer à l'appui. OK? Et on le voit très bien, il y en a qui courent très bien penchés vers l'avant. Voilà. Alors, d'athlètes que vous connaissez, vous en connaissez autour de vous, dans votre environnement, des athlètes qui sont très symptomatiques de ça. Pierre Lecor, par exemple, est un PM. Donc, il est bien penché vers l'avant. Et il a eu des soucis à un moment parce qu'il s'est entraîné avec un entraîneur d'athlétisme. Pour la petite anecdote, à 2-3 ans, et qui a voulu le redresser pour le mettre sur un mode, je dirais, conventionnel, où on va dire, voilà, le modèle. Il faut courir comme ça. Et puis, il est parti en sucette. Et moi, ça fait, comme je le vois sur. Bon, je l'ai coaché pendant 6 ans, donc je le connais bien, Pierre, mais après, sur les courses, je lui dis, tu glisses, tu t'appuies pas, il n'y a rien au sol, tu glisses à l'impact, on a l'impression que tu as des patins au pied. Puis une fois, 2 fois, puis en revenant de. Puis c'était Hambourg ou Tokyo, bon, je ne me rappelle plus, bon, peu importe. Et il vient me voir, il me dit, on peut reparler des chaînes et tout ça, d'Action Tab. Je dis, ouais, parce que bon, au fait, et ça l'intéressait. Je lui ai dit, t'es parti de ta maison. Il me dit, ouais, mais voilà, il m'a dit de me courir comme ça, mais je dis, c'est pas ta maison, c'est impossible. Je lui replace-toi, mais il me dit, tu ferais comment?
Bah, je dis, tu vas faire du single track et tu vas te laisser aller ta nature et tout. Et ça, ça va très vite parce qu'il est vite revenu dans sa maison, il la connaît sa maison. Et il n'avait pas perdu les clés, il fallait simplement le rebasculer. Et hop, en 15 jours, c'était réglé, il était content comme tout. Il avait retrouvé des sensations. Et il sentait ce que je lui faisais remarquer. Il ne comprenait pas pourquoi. Donc vous voyez, simplement d'une petite perturbation dans la transmission du centre de gravité peut être gênant. Dans les adaptations, bon, bah là, ça pousse, comme je disais, du bas vers le haut, et là, c'est du haut vers le bas. On dit qu'il pousse à la marche, eux, qu'il tombe à la marche. Donc, ceux-là, ils sont très bons en pliométrie, par exemple, les M. Hein. Vision périphérique, on l'a vu tout à l'heure, bah, c'est haute. Préparation des chaînes, bon, bah, voilà, comme chaîne musculaire dorsale, chaîne musculaire frontale. L'action, c'est de la frontale, et l'action, c'est de la postérieure. Rotation, donc, à l'extension, vous voyez que la différence sur les rotations osseuses, parce que l'os, il n'est pas tout droit, il est vrillé, donc il a une rotation particulière et qui est libre à chacun. Donc, on a en interne sur l'extension, on a en externe. Et puis, à l'inverse, sur la flexion. Donc, voilà, eux, ils vont descendre quand on descend, ben, les genoux vont légèrement à l'extérieur et ils rentrent à la poussée, et puis l'autre, c'est l'inverse. Alors, ça, c'est des petits exercices que vous pouvez naturellement. Alors, il faut se débrancher et laisser faire la nature, vous pouvez faire. Pour voir si vous êtes sur le plan moteur, si ça correspond un petit peu à ce que vous avez trouvé tout à l'heure sur le plan cognitif. Alors, ben voilà, il y en a deux là. Il y a un PM et un AM. Alors, volontairement, bon, voilà, j'ai repris parce que voilà, il existait. Il y a un AM et un PM. Alors, un petit peu par rapport à repenser à ce qu'on a dit, la vision, position des jambes, l'appui. Bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir parce que ça n'a pas été dit, mais on le verra après. Donc, Wilkins, j'ai oublié son nom, mais bon, peu importe. Qui est qui? Donc, top à la vachette. Qui est la bonne réponse? Donc, voilà le S. Donc, la tête est moins abaissée, on le voit bien. Hein, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous. Frappe en extension de la jambe, rotation interne et flexion du pied, dorsale du pied. Donc, ça, c'est la vraie différence avec l'autre. La rotule de la jambe d'appui est saillante et le vaste externe est développé. On dit que les S sont des quadrilles un peu plus développés que les N. Une tendance à nous, les rotations internes des avant-bras et plus de symétrie. Donc en fait, quand ils allongent les bras, les S, pardon, ceux-là, le bras, il va y avoir une rotation interne. Et les autres, il y a une rotation externe et on le voit ici. Donc, l'explication, voilà, la tête par rapport à la tête, ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, après, sur le coup de pied, c'est pour nous qui ne sommes pas spécialistes, c'est peut-être un peu moins visible. La différence, voilà, sur la rotule et le muscle, et puis la rotation externe. Ça, c'est quelque chose de très typique sur les gens qui tirent des valises, des petites valisettes, vous voyez. Souvent, quand on la tient à bras tendu, lui, il va avoir une rotation interne et lui, il va avoir une rotation externe. C'est toujours une tendance. Ils ne font pas que ça, mais des fois, c'est une manière de voir ou de confirmer quelque chose qu'on a observé chez quelqu'un. Pour la petite anecdote. Ça vous occupera, vous serez à la gare si vous ne savez pas quoi faire. Et donc, la même chose. Alors, souvent, vous verrez, c'est des sports balistiques. Là, parce qu'on voit bien, on voit mieux les choses que voilà, sur le vélo, c'est difficile de voir. Parce que en plus, c'est une photo, c'est pas une vidéo, mais on est en action, quoi. Donc là, le S à nouveau de la tête est plus relevé, l'extension des bras et la rotation interne des avant-bras et pousse perpendiculaire au sol. Je passe un petit peu plus vite là, la tête est un peu plus relevée, ça confirme un petit peu. Ben voilà, parce qu'il est obligé d'aller plus loin et chercher son ballon. Peu de rotation des avant-bras et les pouces parallèles au sol. Bon, un peu plus technique, peut-être un peu plus compliqué pour nous, mais malgré tout, ça le mérite on voit qu'ils ne sont pas du tout. Alors vous allez me dire, parce qu'on verra celui qui est derrière, on va le voir au smash après. Mais vous allez me dire, ouais, mais ils ne sont pas dans la même position, mais ils ne jouent pas le même ballon au même moment. Vous pourriez me dire ça, mais finalement, l'action motrice, c'est la même. Ils vont faire une passe.
Alors, maintenant, avançons sur le fait qu'on a vu les deux grandes chaînes AMPM, antéromédiane avant, postéromédiane arrière, qui sont les deux grandes tendances. Donc ça, je dirais que l'observable en course à pied, c'est le poids du corps légèrement à l'avant, course à l'avant du pied, et pour le PM, pour le N, et l'autre, ben, il est un peu plus droit, et il y a une pose de pied un temps de contact un peu plus important. Il n'y a pas forcément un déroulé de talon, mais il ne faut pas qu'il soit trop long. Et donc, c'est là qu'il y a des corrections à apporter quand l'athlète a, pris à l'inverse. Hein. Moi, j'ai eu un jeune qui est arrivé au pôle, qui était cadet. Il courait 4,45 au 1500. Il n'y a pas de quoi se retourner la nuit pour aller manger des biscottes. Mais en 1 an et demi, il n'était pas dans la bonne chaîne. On lui avait appris à courir à l'envers, mais c'était flagrant, c'était catastrophique. Et il a fini par courir 4,7 quand même, et gagner le classe d'ailleurs, en l'occurrence. Et aujourd'hui, bon, il est grand maintenant, c'est un adulte, et, parce qu'il a plus de 10 ans, et on en parle encore et on en rit encore parce que je croise quelques fois, mais voilà, c'était obligatoire de passer là-dessus, sinon c'était mort. J'ai dit, on va prendre des risques, mais bon, bah, après, c'était une périostite, ça a été 4 mois galère, et après, c'est parti, c'était extraordinaire, quoi. Et là, je suis reparti avec des jeunes filles sur le même jeu. Alors, en plus, il y a de la modification, bon, il y a le problème de la densité osseuse qui se met au milieu de tout ça. Mais d'entrée de jeu, elles ont senti que c'était vachement mieux, quoi. Maintenant, il faut se l'approprier, il faut le mettre en place, et puis il faut attendre que le corps, voilà, les tensions locales bah, s'adaptent, et tout ce qui est aussi, je dirais, les attaches musculaires et tout ce qui vraiment tout ce qui est local s'adapte à la nouvelle situation. Mais la situation de d'aisance a été directement palpée et palpable. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, les deux grandes chaînes AMPM. Et puis derrière, ben, il y a 4 motricités. Et là, on fera au bout du bout de la motricité. Donc, selon les lettres que vous avez checkées tout à l'heure quand on l'a fait ensemble, la motricité, ce ne sont que les lettres du milieu. On le voit ici. SF, ST, NF, NT. D'accord? Le I et le J ou le P, le I et le E, ce sont des attitudes. D'accord? Donc, ça rentre dans le profil complet, je dirais, du MBTI et du cognitif. Nous, pour la motricité, on n'a besoin que de ça. D'accord? Donc, on voit que si vous êtes SF, alors ça peut être ISFP, ISFJ ou SFP ou SFJ, hein, vous voyez un peu l'idée. G de global. C'est une motricité dite globale. Pourquoi? Parce que, on le voit, la première, l'ordre de priorité de la motricité, c'est ben voilà, c'est tout ça. Ça part, et puis on dit que ça part vraiment du centre, ça part d'ici, c'est chez le SF. En 1, en 2, les bras, parce que c'est du S, c'est de la sensation, donc les mains, les avant-bras, d'accord? Ce qui va être l'inverse avec le ST, hein. Ils ne sont pas très loin les deux. Hein. Et puis après, ben voilà, à l'inverse, par exemple, lui et lui, ben, c'est pas du tout la même chose au niveau de la connexion, là-haut. D'accord? Donc le ST, le D de dextérité. On dit qu'ils ont une connexion œil-main, œil-pied, c'est du sens. Alors eux, par exemple, dans l'eau, j'y reviendrai après. J'y reviendrai après, je m'enflamme. À nouveau, donc voilà, on voit un peu l'ordre des priorités. Donc d'abord les mains et le global après. Le NFR de rythme qui se situe là-bas. Donc le rythme, pam, 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 ça c'est comme on leur parle. Dans les consignes, c'est du rythme. Là, c'est de la sensation. Là, c'est de ressentir au fond de soi. Vous voyez, un peu, déjà dans les consignes, pour que la personne puisse retranscrire au mieux l'information que vous lui donnez, il faut que vous soyez en connexion avec elle. D'accord? À lui, vous lui parlez de ça, ça va être plus compliqué. D'accord? Et puis lui, en dernier, le C de conceptuel. Ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne ce dont il doit.
faut qu'ils aient la connexion et la compréhension de ce qu'ils doivent faire pour agir. S'ils ne comprennent pas, ça les fait chier parce que ce sont des rationnels. Sur le plan, je dirais, du tempérament, on dit que ce sont ceux-là, les NT, ce sont des rationnels. Sur le plan du tempérament, les NF, on dit que ce sont des idéalistes. Les ST ou SP, ce sont des besogneux, des travailleurs. Et eux, on les appelle les gardiens du temple, les conservateurs. Voilà. Là, on en revient sur le tempérament cognitif. Maintenant, sur notre motricité. Donc là, vous avez un NT, il faut lui expliquer ce qui se passe. Et s'il comprend, il va pouvoir peut-être le mettre en place. S'il ne le comprend pas, eh ben, il n'y arrivera peut-être pas. La difficulté des fois chez eux, c'est qu'ils ont la connexion entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique, elle n'est pas toujours bien câblée, ce qui fait qu'ils n'arrivent peut-être pas à mettre en place parce qu'ils ne sentent pas ce qui se passe. D'accord? Eux, il faut leur parler en rythme, tempo. Et ils arrivent à combiner très bien, c'est eux qui combinent très bien les deux motricités-là. D'accord? Eux, donc, c'est sur du sens, et eux, c'est d'une manière générale. Donc, vous voyez déjà, on n'est pas tous pareils finalement, et on ne peut pas agir de la même manière dans la perception des choses. Donc, AM, PM, et après, une manière d'explication, de coordination motrice qui sont complètement différentes. J'avance. Alors justement, j'y reviens là. Donc le SF, ou le G global, besoin d'un engagement corporel global. Gros muscles du tronc et des jambes. Meilleure maîtrise des actions réalisées près du corps et sans rotation. Et sans rotation. On verra pourquoi après aussi. Les ST, besoin d'engagement corporel fin. Accent sur les avant-bras, les poignets et les doigts. Je dirais même les pieds. Ils ont une meilleure maîtrise des actions exécutées au bout des bras, c'est-à-dire nécessitant une coordination œil-main supérieure. Les NF sensibles au rythme, ça reprend un peu ce que je vous ai dit précédemment, découpage temporel du mouvement dans l'espace. Ils mangent bien, très bien la motricité globale et fine et aiment effectuer des rotations. Un mec qui tourne beaucoup, je prends toujours un exemple, et quand on l'empêche de tourner, il ne va pas bien, c'est Messi qui est INFP. Il engage systématiquement leur côté gauche dans l'action, pour les droitiers et pour les gauchers. Et enfin, le NT a besoin d'un concept, conceptuel pour guider le mouvement. Accent sur la représentation mentale associée à l'activité. Ils engagent systématiquement leur côté droit dans l'action, pour les droitiers et pour les gauchers. Alors, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, il n'y a pas de mieux. Voilà. Après, la question, on m'a déjà posé la question, est-ce qu'il vaut mieux être SF pour faire de la gym et être champion olympique? Est-ce qu'il vaut mieux être ST pour être champion du monde de boules ou autre? Vous voyez un peu l'idée. Non, non. Sinon, ça pousserait à mettre des gens dans des cases et ce n'est pas du tout l'objet. C'est pousser les gens surtout à être bien dans ce qu'ils sont et d'être performants dans ce qu'ils sont. Voilà. Alors, dernière chose, observation du point mobile qui va nous donner, en fait, tout à l'heure, le mec qu'on a vu, il était en face. Enfin, c'était lui. Le point mobile, il est important, c'est savoir si le sportif, il est associé ou dissocié. Associé, ça veut dire que, toc, j'en ai un autre, je crois, ouais. Associé, ça veut dire que son point mobile est en L5. Donc sa mobilité est en L5 sur sa colonne vertébrale. Et lui, son point mobile est en D8. Donc on voit très bien qu'il y a une vraie rotation des épaules d'avant vers l'arrière et que lui, il n'y a pratiquement pas grand-chose et presque de face. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose importante, comme c'est un sport balistique, et je vous donnerai des exemples après, avant le shoot, le coude est
au-dessus de la racine du cou. Et là, le coude est à l'arrière de la racine du cou. Et s'ils font l'inverse, ils se pètent. Et c'est ce qu'on oblige parfois. Moi, j'ai discuté un peu avec. Vous connaissez le volley. Il y a du volley parce que bon, voilà, au Krebs, il y a Laurent Tilly avec l'équipe de France, le prépa physique du moment, je le connais bien, c'est un pote. Et donc j'ai checké tout. Il m'a demandé de checker toute l'équipe de France, donc de faire une évaluation des profils de tous les sportifs. Et vous connaissez, si vous vous intéressez un peu au volley, Hugo Le Goff, là, ce grand gaillard qui est NT. Et je parle avec le coach, donc Laurent Tilly, et je lui dis, c'est bizarre comment il est organisé au service et tout ça. Et il me dit, ouais, mais mon physio, pas très open sur en plus, Laurent Tilly est kiné, pas très open sur le sujet. Et j'en parle avec Hugo. Et Hugo, je lui dis, mais pourquoi tu ne lèves pas plus le bras? Il me dit, mais j'ai envie, mais le coach, il veut pas. Il veut que j'arme comme ça. Mais je dis, mais ça peut pas marcher. Il me dit, mais je sais, je me nique à chaque fois. Alors, vous voyez un peu le truc, voilà. Alors, il est arrivé la même chose sur le service de Mauresmo. Amélie cherchait son prénom. Amélie Mauresmo. Eh ben, rappelez-vous de ses problèmes de dos, c'était un mauvais service qui n'était pas mis dans sa situation de motricité. Donc, là, on voit bien que lui, naturellement, il y va. Et donc, on le voit bien dans les sports balistiques parce qu'on ne peut pas trop tricher. Voilà, un que vous voyez, alors je viens sur du hand parce qu'on le voit très bien, c'est Nicolas Karabatic, Michael Guigou, tout ça, c'est du dissocié. Et puis là, la petite étoile montante en hand, Melvin Richardson, c'est un associé. D'ailleurs, sur ses sauts, des fois, vous verrez, il prend appui sur ses deux jambes, il est de face et boum, il envoie un steak aussi. Hein. Mais il se prépare, il est très étendu, très, très face au but pratiquement, pour faire un petit peu court. Donc vous voyez, ce point mobile, il est hyper important. Et ce qui fait que nous, il va moins nous gêner, mais en revanche, on va l'observer, et notamment en natation et en course à pied. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. Je vérifie le timing. Ça fait à peine 1 heure. Ah si, déjà 1 heure. Du coup, en conclusion de cela, hein, je n'ai pas fini. La réalité de l'expression des préférences au travers des profils montre de façon encore plus évidente que la préparation mentale ne peut ignorer l'individualisation. Donc, dans la préparation mentale liée au cognitif, il y en a qui connaissent, hein, souvent maintenant tous les psys connaissent le MBTI. Donc là, on rentre sur quelque chose d'un peu plus personnel et d'avoir un petit peu de la bonne connexion. L'envie de copier-coller, de la généralisation de guette, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais en aucune manière, elle ne peut conduire à la performance. Voilà. Moi, je me retrouve souvent en salle de muscu, c'est un petit peu l'endroit où je passe du temps, sur modéliser un arraché, modéliser un soulevé de terre. Ben non, il y en a qui vont avoir besoin d'être plus sur l'avant du pied, extérieur du pied, ou plus sur l'arrière du pied et intérieur du pied, parce que c'est leur zone de force. Ceux qui sont venus au dernier BF3 avec moi, je leur ai fait toucher du doigt sur voilà, on essaie de lever une barre et si je les bouscule dans leur préférence, ben la barre elle ne bouge pas parce que je n'ai pas de force. C'est tout aussi con que ça. Hein. Mais bon, voilà. Donc après, il faut aller un petit peu à l'essentiel et être très vigilant à la généralisation. Et la performance, c'est l'expression optimale de son potentiel du moment et recherche permanente d'évolution et de croissance. OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait un exemple dans les 3 disciplines. Il y avait une question. Ah ben voilà, pour vous, je ne sais plus qui l'a posé. Je n'ai pas noté les noms, ce n'est pas très grave. Exemple dans les 3 disciplines. Bon, on va essayer d'y venir gentiment pour voir ce qui se passe pour nous. Donc, en natation. Alors, effectivement, quand on parle un peu de faire un beau plongeon, la belle coulée, des ondules et tout. Moi, je ne sais pas si de prendre bien ses appuis, qu'on soit
antéromédian ou postéromédian. Bon, ici, je ne sais pas si on arrive à bien placer sa technique. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Partage, on ne partage pas. Maintenant, il y aura une question. J'ai vu quel type de crawlantry. Donc, je vous en parlerai. Je vous en dirai 2 mots après. Enfin, après, c'est ma vision. Hein. Je ne suis pas Majax, moi. OK. Alors, marche par le bas, marche par le haut, ou nage par le bas, nage par le haut. Donc, c'est exactement la même chose entre les S et les N. Donc, qu'est-ce qu'on observe? La force et appui en début de cycle. Le fin de cycle est estompé. Et puis, plus on va être fatigué, plus on va virer ça, hein, plus on va le virer, plus on va estomper, on va raccourcir derrière. Plus on est fatigué, plus on manque de force, plus on va raccourcir là. Donc, c'est pas la peine de. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, hein, attention. Mais à un moment, on reste sur optimiser ce qu'on sait faire de mieux. Et après, on essaie aussi d'améliorer la suite. Hein. C'est le coach de le maître qui disait, à force de travailler ses points faibles, il en a oublié ses points forts. Et on ne performe que dans ses points forts. Peu ou pas d'extension de bras, position de la tête un petit peu plus haute, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans la marche, besoin de regarder devant soi, surtout les S qui ont besoin de voir les ST qui ont besoin de voir leurs mains. De voir ses avant-bras, voilà, tendance à un battement de temps. Alors ça, après, c'est un peu du rééquilibrage. Vous vous rappelez de Laure Manodou qui nageait très vite, mais qui avait un battement de temps, mais elle avait un vrai battement de temps qui s'est avancé. Elle était ST, ISTP, Laure Manodou. Et marche par le haut, début de cycle moteur faible, et on est plus de force vers l'arrière, sur l'accélération. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le court-circuiter devant, parce que c'est quand même l'action, on va préparer son action motrice. La tête est enfoncée, besoin de regarder vers le fond, tendance battement de temps. Alors les puristes vont me dire, ouais, mais bon, il faut bosser la tête, la résistance à l'avancement, et autres, et autres, et autres. Moi, je veux bien tout ça. À un moment, il y a eu une méthode où il fallait avoir la tête sous l'eau. Mais bon, si un ST, vous lui mettez la tête sous l'eau, est-ce que ça ne va pas lui demander plus d'énergie que d'être bien dans sa nage et dans sa motricité, parce ça va lui mettre des contraintes. Moi, je ne sais pas si vous regardez un peu la nage, Marco, j'ai oublié son nom, qui a été médaille de bronze à Rio, là, qui nage avec Philippe Lucas, il a la tête presque hors de l'eau. Il est tout sur l'avant des bras. Bon, Philippe, il ne s'emmerde pas avec la technique. Bon, le mec, il est quand même médaille de bronze aux Jeux de Rio. Il gagne en eau libre, il est costaud. Alors vous allez me dire, ouais, il pourrait peut-être être meilleur en diminuant sa résistance à l'avancement. Peut-être, peut-être pas. Ça revient à ma question de départ, vouloir tout changer des fois, ou modéliser, parce que on n'est que sur du mécanique, parce que là, finalement, on va utiliser l'eau et diminuer ses résistances à l'avancement, comme à vélo, voilà. C'est sûr qu'il faut le prendre en compte. Attention, ne pensez pas ou ne dites pas, ou n'allez pas répéter ce que j'ai pas dit. mais voilà, ce qui est important, c'est de rester qu'on puisse utiliser sa force, quoi, et exprimer sa force. Alors effectivement, il va y avoir plusieurs écoles, hein. Aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui travaillent sur la natation, voilà, qui sortent des choses, oui, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Il faut prendre ce qui est bon, il faut l'adapter à l'athlète. Qu'est-ce qui est bon pour lui, partiellement, ou tout ce qui est proposé. Mais pour moi, il faut être patient. Et c'est surtout l'athlète qui est au centre du système. Et c'est des solutions que vous allez trouver avec lui. Et voilà, ou avec le physio, ou avec des gens voilà, qui sont sur des aspects biomécaniques qui vont vous aider à réfléchir sur le sujet. Mais pas sur un modèle, s'il vous plaît. Alors, je reviens juste en arrière, parce que je n'ai pas noté les associés et les dissociés. Alors, souvent, là, donc, les marches par le bas, les S, ça correspond à ça, et ça. Puis là-dedans, vous vous rappelez, il y a les associés et les dissociés. Ben, simplement, le SF qui est associé va nager un peu plus à plat. Il va avoir une rotation du bus complète qui part de L5, vous vous rappelez, ce que je vous avais montré comme diapo. Et le ST va avoir alors, ça va être la même chose pour le NT qui va être associé. Donc, il va nager de ce côté-là, mais avec, pareil, une rotation globale du corps, parce qu'il est associé. Donc, les S, F et les NT. Et les dissociés S,
T, je parle doucement parce que je sais que c'est compliqué ce que je vous dis, et quand on n'a pas entendu, c'était l'histoire du langage. Et les NF sont dissociés, donc des épaules qui vont avoir beaucoup plus de mobilité à partir de D8. Donc, dans vos consignes, tenez-en compte. À partir du moment où on reste aligné et qu'il y a cette rotation, aucun problème. Maintenant, c'est quand ça commence à partir en sucette. D'accord? Donc, l'association, la dissociation, là, elle se voit dans l'eau comme ça. Par rapport à l'eau, dont le stress modifie la stabilité de la nage, si on voulait un petit peu aussi quand on va se prendre des torgnoles, là, comme on a vu tout à l'heure sur le départ, le niveau d'expertise influe la stabilité de la nage, effectivement. Voilà. Quand on est très bon nageur, on va pouvoir s'adapter, changer de braquet, changer de mobilité. Quand on est un petit peu moins bon, ben voilà, on va vite chercher des solutions et ça va être allô Houston, il y a un problème, comment je m'en sors? J'ai les préférences naturelles. Et effectivement, là, c'est de la modélisation, de faire nager tout le monde de la même manière. Alors, effectivement, il y a des prérequis. Hein. À un moment, il faut s'allonger sur l'eau pour flotter, sinon ça ne marche pas. Hein. Mais voilà, il y a des prérequis. Mais autour de ça, par rapport à ce que j'ai un peu tout exprimé depuis le début, ben, il va y avoir des adaptations et des préférences. Alors, c'est amusant. Tiens, j'en veux là, un autre exemple qui est assez récent. Vous connaissez certainement Damien Joly, le nageur d'eau libre, qui a failli se qualifier pour les Jeux, qui cherche de 4 dixièmes. Au meeting de Marseille, il a raté son histoire. Et Damien, je les vois, l'autre fois, je le vois, il fait de la piste. Philippe Lucas leur fait faire de la piste, à certains, pas tout le monde. Et il court, putain, à l'envers, mais un truc de malade. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait le coach c'était pas Philippe, un autre coach je lui dis, mais t'es un assassin, ne le fais pas courir comme ça, tu vas le tuer, tu vas le péter les cannes, quoi. Elle me dit, bah ouais, mais je sais pas, il faut qu'il fasse des 400, mais je sais pas, course à pied, j'y connais rien. Et je dis, ah non, mais il faut que j'en parlerai à Philippe, il faut s'en occuper, je peux pas le laisser comme ça, Damien. Enfin, c'était plus fort que moi, quoi. Et je retrouve à la piscine, et puis j'en parle avec Philippe. Philippe, il me dit, écoute, tu le prends, quand tu reviendras, tu le prends et tu t'occupes de lui, je dis, pas de problème. Puis il sort de l'eau, je dis à Damien, je lui en parle, et je dis, je peux voir quelque chose. J'ai fait, alors je le teste, je dis, bah oui, t'es en PM, toi, je l'avais vu, hein, j'avais pas besoin de le tester. Hein. Enfin, après, avec l'expérience, voilà, ça vient un petit peu plus facilement. Et je le teste, et il était PM. Je dis, mais il faut que tu changes toute ta course à pied, tu vas voir, ça va être du bonheur, du caviar. Je dis, voilà, tes préférences en natation, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il me fait, exactement. Ben, je dis, tu vois, on parle le même langage. Et voilà, tout simplement. En fait, ça lui parlait tout ce que je lui disais. Quand je lui reparlais de ça, je le remettais, lui, dans son schéma moteur et je lui exprimais ce qui se passait dans l'eau. Bon, ben, en course à pied, il ne le sait pas. Lui, on est de courir, il court, hein, mais ce n'est pas son truc. Il court parce qu'il faut qu'il fasse des bornes, qu'il fasse de la caisse. Voilà. Bon, après, on peut. Mais bon, moi, la petite anecdote, c'est que ça me faisait trop mal au cœur de le voir se péter les cannes comme ça, quoi. La mobilité du corps, pour répondre à une question aussi, ce qu'il faut dispenser de l'énergie à l'entraînement pour être plus économique en compétition, on y reviendra. Mais là, par contre, là, c'est dépenser vachement d'énergie. Hein, c'est la petite anecdote à cette question. Dans les autres nages, on constate des similitudes sur l'organisation motrice, donc pas dos bras, effectivement. Je vous ai mis verticalité et horizontalité, ça, j'en ai pas parlé. C'est comment dire, ouais, ça va être. Dans tous les profils, il y a des verticaux et des horizontaux. Ça dépend de l'organisation de sa croix des fonctions. Et c'est une manière de se mettre en action. Donc, les verticaux vont plutôt directement aller à l'action et être, je dirais, voilà, dans une ligne. Les horizontaux vont avoir tendance à avoir une oscillation plutôt latérale pour faire court. Et donc, c'est pour ça que je disais que les verticaux ont tendance à un retour aérien plus haut et près de l'axe de déplacement. Les horizontaux ont tendance à couronner. Alors, quand vous êtes horizontaux et associés, on a tendance à avoir le bras sur le côté qui passe sur le côté un peu tendu. On a tendance. Je devrais le mettre en gras, la tendance à chaque fois. OK. Alors, pour le cyclisme, donc les S et les N, je vais mettre les deux. Hein. Tendance à pousser sur les pédales, ça correspond à pousse au sol, je pousse sur les pédales. Préfère être assis dans les montées, placé en fond de selle. On écrase les pédales en enfonçant le talon. Ça, c'est ce qu'on observe. Les épaules sont plus alignées parce qu'on est plus sur de la force. Ça n'empêche que ça peut bouger un petit peu chez les dissociés, les ST. Et les autres, les marches par
le O ou les N, tendance à tirer sur les pédales. Moi, souvent, ceux-là, la consigne, je dis ramène talon par la fesse, pour donner quand on est sur des exercices durs, ça commence à être dans le dur. Donc, tendance à être en danseuse dans les montées, placée sur l'avant de la selle et sur la pointe de pied. Il y en a qui sont des fois en exagération de pointe de pied. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de pédale qu'avec la pointe de pied, il n'y a plus de mobilité de cheville. Donc là, pareil, c'est bien d'être dans sa préférence, mais ne pas être en excès de préférence. Parce que sinon, là, on va au clash et on n'est pas performant non plus. Peut pomper du haut vers le bas, donc ça, c'est la notion de rythme du NF, vous vous rappelez, voilà, et dissocié en plus. Voilà, ça, c'est les grandes tendances à vélo. J'avance. Et en course à pied, donc voilà, quand je disais le S court en déroulant le pied, c'est-à-dire passage par le talon, ça peut être passage par le talon, mais il y a une feuille de papier cigarette entre le talon et le sol. C'est pas j'écrase pas mon talon au sol. On est bien d'accord. Tout à l'heure, je m'étais exprimé sur le fait d'aller chercher l'appui. Voilà, un petit peu plus un contact un peu plus long au sol, légèrement plus long, mais pas forcément avec un passage par le talon. Besoin de contact avec le sol, pousser appui, bras collés au corps et coude au corps. Et légèrement décollé avec une rotation des épaules d'avant en arrière pour les dissocier. Ce que j'expliquais tout à l'heure, vous allez vous rappeler les D8 dissociation, donc les ST courent comme ça. Ils avancent l'épaule et les épaules avancent et reculent. Les ST et les NT, les associés ont tendance à avoir les épaules voilà, sur une même ligne. Donc sur l'avant du pied pour les NF, et l'appui légèrement vers l'extérieur en fin de poussée. Bonne qualité de repos, on passe vite sur les appuis. Donc, très bon, la pliométrie, très bon, très bon à faire. Les épaules sont bien en avant du bassin pour créer un déséquilibre avant et passer à l'appui sur la plio. Les bras sont décollés du buste pendant la course, surtout pour les dissociés. Même rotation d'épaule que ST pour les NF, les dissociés. En effet, les NF ont tendance à avoir les bras un peu plus loin du corps, les NT les plus près du corps. Les SF près du corps, dans l'axe du corps, et les NF, les ST près du corps, mais comme il y a une dissociation, les avant-bras sont plutôt vers la poitrine, en avant, légèrement avec une rotation interne des avant-bras. Voilà. Voilà. Quand je parlais d'excès de chaîne, c'est souvent on a un excès de chaîne, on a rarement un excès de chaîne AM. Sur des blessures, on a souvent des excès de chaîne PM. Je m'explique. L'AM, c'est la chaîne de la terre, la chaîne de l'amour, la chaîne de la vie, ou c'est la chaîne de l'Afrique, c'est les gens qui sont accroupis par terre et puis qui restent accroupis des heures. Ça, c'est de l'AM. Quand vous êtes dans cette position, vous faites de l'AM, c'est une manière de se ressourcer. Et la PM, quand on est trop en tension et qu'on est trop dans de la pensée, qu'on est trop dans de l'action, qu'on est trop... Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et voilà, vous avez déjà entendu parler des aponeurosis plantaires. Ça, c'est pas des blessures dues à des fatigues d'entraînement. J'en ai vu des aponeurosites plantaires et quelques-unes, et je pourrais vous en parler parce que j'en ai pas traité physiquement avec du... Je suis pas un physio, je suis ni toubib, mais simplement sur ramener la personne dans la M, et ça a toujours bien marché, parce que c'est souvent lié à du cognitif, donc soit un surexcès d'activité, soit une surcharge mentale. Et en fait, on bascule sur l'avant, et même pour les S qui sont sur l'arrière, ils basculent sur l'avant, et boum, il y a une tension de l'APM, et en plus, chez les S, l'APM, ce n'est pas la chaîne motrice principale, et ce qui fait que la tension vient se mettre sur la croche en bas, derrière sous le talon, et tac, aponévrosite plantaire. Il suffit, alors là, c'est très facile à guérir, ça. Avant de passer aux ondes de choc, c'est dès que ça arrive, il faut déconnecter le cerveau, respirer. Il y a quelques exercices d'AM à faire. Et puis voilà, revenir dans sa maison et tout se passe bien, puis dédramatiser les choses. Et voilà, ça c'est vraiment un excès de chaîne, pour donner un exemple. Alors,
En général, on passe le trois quarts de notre temps dans cette référence, mais on peut visiter l'ombre en cas de fatigue, de contrariété, de stress, et là, on bascule. À ce titre, il est intéressant de se familiariser avec cette partie. Et puis gérer ses émotions et aussi sa motricité non favorable. Moi, c'est ce que je fais parfois avec les athlètes. Je leur cache l'œil moteur. Je n'ai pas dit l'œil moteur et pas l'œil directeur. L'œil moteur, c'est le radar, c'est le repère spatio-temporel. Donc, je mets un cache dessus, puis je peux faire des exercices. Notamment, par exemple, en vélo, quand on fait des exercices techniques, ben, je peux cacher un œil. Et puis, il se passe, ben, il faut s'organiser différemment. Et ça, pareil, ceux qui étaient au BF3 avec moi, ben, on l'a fait. Et en fait, si vous cachez l'œil moteur, la personne qui est, ça passe N. Voilà. Elle bascule complètement. Et puis ça se sent de suite. C'est même souvent très amusant. Et donc voilà. On bascule dans son nom. En revanche, un truc que vous sachiez, c'est qu'on ne passe jamais d'associé à dissocié. On est associé à vie, on est dissocié à vie. Donc, même si on est dans son ombre, on ne change pas d'associé à dissocié. Ça, c'est sûr et certain. On passe de PM en AM. OK. Et donc, le stigmate le plus marquant à mes yeux, enfin, que j'ai en souvenir là, c'est Cozumel. La Cozumel, la grande finale. Je ne sais pas si vous la voyez. Et vous voyez Johnny Brownie qui arrive poussé par son frère. Alors, il y a Johnny et NF et Alistair et NT. Donc, ils sont tous les deux PM. Et vous avez vu comment finit Johnny. Il est en excès d'AM, il est complètement à l'envers. Il est à l'arrière, les épaules derrière les talons. Bon, voilà, là, il a été chercher loin, le petit loup, là, dans ses ressources. Et puis, ben, ça n'a pas matché, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le typique d'une bascule motrice inverse exagérée. Donc, avant d'en arriver là, il y a des choses à faire. Il y a à se maîtriser, il y a à contrôler. Et puis, bon, maintenant, bah, quand on y est, on y est. Hein, mais voilà, un NF qui bascule, on commence à avoir des rotations, la tête qui commence à pencher à gauche, on commence à voir les bras qui s'écartent, qui commencent à tourner dans tous les sens. On se dit, ouh, là, Houston, il commence à y avoir un problème. Ça fatigue, et tant que l'arrivée se pointe à l'horizon. Je vous ai dit beaucoup de choses. Hein. Alors, à terme, on peut utiliser cette partie pour réaliser un travail nécessitant des compétences qui ne font pas partie des préférences. Au contraire, sentir que vous basculez dans votre ombre, utiliser les outils permettant de revenir dans votre maison pour mieux affronter la situation que vous allez gérer. Mais ça, vous devez le ressentir sur le plan mental. Je veux dire, à un moment, il y a des situations où, je sais pas, vous allez chez votre patron, il y a quelqu'un qui vous casse les bonbons. Bon, bah, la mayonnaise a commencé à monter, puis vous sentez que vous ne pensez pas de la même manière. Vous êtes, voilà, vous êtes perturbé, vous êtes gêné, c'est plus fluide, quoi, c'est plus aligné. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, après, quand on commence à se connaître et quand on sait revenir dans sa maison. Puis après, il y a d'autres outils comme le MDR qui permettent de vite revenir à la maison. Le MDR, c'est mouvement oculaire, pardon. L'objectif à travers cette analyse est de vous permettre d'optimiser votre fonctionnement, c'est-à-dire d'être capable, dans un premier temps, d'identifier les moments où vous avez basculé dans votre ombre ou quand vous sentez que vous allez y aller et d'en sortir le plus vite possible pour rester performant. Et puis surtout, c'est l'état, il est quand même pas confortable. Essayez d'apprivoiser cet état pour en retirer des bénéfices et puis parfois réaliser des tâches qui sont coûteuses en temps normal. Voilà. Je crois que j'arrive au bout. J'arrive au bout de bon pied, bon oeil, bonnes observations. Il est déjà -10, je pense être dans le bon timing. Je ne sais pas si Virginie va reprendre la parole. Je vais revenir sur les petites questions là, que j'avais notées. Hein. J'espère avoir été clair. J'espère avoir un petit peu approfondi. J'espère aussi vous avoir intéressé. Si ce n'est pas le cas, c'est tant pis pour moi et pour vous. Mais voilà. N'hésitez pas à revenir s'il y a des questions. C'est toujours intéressant de partager. Et puis d'aller chercher les outils qui peuvent vous permettre de travailler sur le sujet. Voilà, à titre d'anecdote, nous, on a un stagiaire qui est là depuis le mois de septembre, on le prend pour une année là. C'est un nageur d'ailleurs au départ, de base. Et ça y est, il s'est inscrit aux formations Action Type. Ça l'a fait
ça l'a fait vibrer, il a aimé. Alors moi, je ne fais pas de la publicité pour Action Time, je ne touche pas un copec. Hein. Mais bon, voilà, on y est sensible, on n'y est pas, c'est pas très grave. Il n'y a pas que cet outil pour exister. Je reviens sur la question. Donc j'espère avoir répondu, tout en partie sur les exemples dans les 3 disciplines. Je pense que c'était lié à la motricité. Dépenser plus d'énergie à l'entraînement pour être plus économique en compétition. Alors j'ai eu un peu de mal à comprendre la question sur le fait que, bah oui, on en dépense de l'énergie à l'entraînement, mais il ne faut pas la dépenser à tort et à travers non plus, si c'est ça la question, parce que de toute façon, il faut se faire mal. Hein. On dit entraînement difficile, compétition facile, c'est un peu le sujet. Mais c'est d'être, quand maintenant vous avez vu mon intervention, bon, ben, à l'entraînement, si on peut être le plus de temps dans du confort et aller plus vite avec moins d'énergie, je veux dire, à un moment, si on en dépense moins, on va avoir un coût énergétique moindre. Ça veut dire qu'à même dépense, pour faire court, on va aller plus vite. Bon, ben, c'est un petit peu ça l'idée. Et après, quand on maîtrise tout cela, ben, aujourd'hui, si je vais revenir sur le triathlon de haut niveau, mais enfin, c'est valable, chacun le remet à son niveau aussi. Mais bon, on s'aperçoit aujourd'hui que il faut aller le plus loin possible, le plus vite possible, en dépensant le moins d'énergie, parce que souvent, ça se termine en explication à hockey choral dans le dernier kilomètre. Donc, effectivement, celui qui a bien géré la situation dans tous les sens du terme, alors l'énergie, ça ne veut pas dire que la motricité de ce qu'on vient de voir, ça veut dire de s'être ravitaillé correctement, s'être relâché correctement, d'avoir fait ce qu'il fallait avant des massages de récupération, l'hydratation et autres, et autres, et autres, tout ce qui est environnemental. Bon, ben voilà, normalement, on sera plus performant juste le plus loin possible. Voilà pour cette question. Comment bien s'entraîner et bien récupérer? Alors, franchement, je n'ai pas la réponse miracle, mais bien s'entraîner, ben, c'est déjà soit suivre les consignes du coach si ça matche bien avec le coach. Mais bon, l'entraînement, c'est une chose, mais c'est facile d'entraîner en fait. Et l'entraînement, il est facile, c'est tout ce qui est périphérique et environnemental, comme j'ai dit précédemment, qui compte. C'est les méthodes de récupération, c'est le sommeil, c'est les soins, c'est les massages, donc c'est l'hydratation, c'est les bons aliments, les bonnes énergies dans son corps, c'est être bien dans sa tronche, avoir un environnement favorable, c'est plein de choses qui fait que tout va bien, quoi. Et souvent, ben voilà, tout peut se casser la figure parce qu'il y a des éléments qui part en sucette. Et des fois, ça peut être aussi que cognitif. J'en sais rien, moi, comment bien s'entraîner, bien récupérer. Et puis le mec, on lui dit, tiens, il est en train de divorcer. Effectivement, il n'a peut-être pas plus la tête à ça, il n'y est plus. Puis finalement, il ne va pas bien dormir. Mais parce que ça va être périphérique à nouveau. Ça va être quelque chose, un élément qui ne sera pas lié à l'entraînement proprement dit. Et donc, la récupération sera moins bonne. Mais voilà, et puis respecter les zones d'entraînement, à un moment où vous donne le coach. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entraînement polarisé. C'est voilà, respecter les charges de travail et les charges de récupération et pas vouloir faire la course à tous les entraînements et montrer qu'on est le meilleur. Quand c'est du SV1, tant de coups de bras dans l'eau, c'est du SV1, tant de coups de bras dans l'eau, même si l'autre il va plus vite, si l'autre il va moins vite. C'est un autre problème. Hein, éviter de se comparer, j'aurais envie de dire aussi, pour répondre à la question, il y a un seul critère de jugement, il y a un seul moment où on se compare, c'est la compétition. Et là, on peut lâcher les watts. On fait ce qu'on veut, on y va en avant Guingamp. Et on règle les comptes, et voit qui arrive le premier. Mais après, sur l'entraînement, moi j'en connais qui font l'entraînement tous les jours. Sur ils sont là, ils veulent montrer qu'ils sont là. C'est des challenges, c'est du jeu. Mais le dimanche, il faut montrer qu'on est là. Il ne faut pas arriver carbonisé parce on a fait la compétition toute la semaine ou tout le mois qui précède. D'accord pour cette question. Exemple introduire. Quel type de crawl en triathlon? Ça, c'était une question intéressante sur le fait que on parle de motricité, on parle de coups de bras, on parle de maintenant, voilà, on travaille à tant de coups de bras sur tant de mètres, tel temps à réaliser, en effet. Mais souvent en triathlon, avec les images que j'ai montrées, c'est pas toujours facile à mettre en place. J'aurais juste envie, moi, si j'avais quelque chose à mettre en avant sur le type de crawl, je mettrais la continuité comme observable important. Donc, avoir la continuité de nage
et jouer sur les braquets, donc être capable de tourner les bras vite ou de les tourner moins vite, mais d'avoir de la continuité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que on n'a pas toujours, effectivement, dans le bouillon, on ne peut pas toujours prendre les appuis quand on veut. Il y en a un qui vous met une baffe, il y en a un qui vous appuie sur la tête, il y en a un qui vous prend les pieds. Et donc, en fait, on fait que soit défendre son espace vie, soit se rééquilibrer parce qu'on nous déséquilibre. Alors, bon, heureusement, Archimède est sympa, sinon ce serait un joyeux bordel. Mais voilà, juste la continuité et euh, ça fait un petit moment que je suis dans le business et j'ai observé et j'observe toujours la fréquence de nage des meilleurs nageurs parce que bon, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe devant. Et pour tout le monde a envie de progresser, donc on regarde devant plus que derrière, en effet. Mais une fréquence optimale, c'est 40 coups de bras. Donc sur un chrono base 3, il faut être à une fréquence de 40. C'est pas 40 coups de bras sur un 50 mètres. Hein. D'accord. Vous prenez votre fréquence, c'est 40 cycles à la minute en fait. Vous prenez un chrono base 3, vous le déclenchez, vous comptez 3 cycles complets. Et puis voilà, quand vous êtes autour de 40, c'est bien. Les bons nageurs, ils prennent du braquet. Hein, c'est comme à vélo, ils prennent du braquet, ils jouent sur l'aspect force-vitesse, mais ils tournent vite. Ils arrivent à tourner les jambes vite. Ben, dans l'eau, c'est un peu le même principe. Il faut tourner les bras à 40 de fréquence. Mais si vous êtes à 40 de fréquence, vous ne ramassez pas un coup de site de flotte, il n'y a pas d'appui, ben, ça ne se déplacera pas plus vite. Bon, voilà. Sur quelque chose c'est ce que je mettrai en avant, la continuité. Et je dirais, bon, on avancera toujours un peu plus vite en tournant les bras un peu plus vite. Et comment optimiser sa foulée malgré sa fatigue? Ben ça, je crois qu'on en a parlé pendant un petit moment. Donc, sa foulée, déjà, quand on est dans sa foulée, on y reste. Mais bon, après, vous avez peut-être la question, c'est je diminue mon amplitude parce que je suis carbonisé, j'ai mal aux muscles. Ben ouais, ben à un moment, on va pas. Quand on est fatigué, on est fatigué. L'essence que c'est dans la voiture, elle va rouler un peu moins vite ou moins longtemps parce qu'il va plus y avoir d'essence. C'est un peu le principe un peu de, 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 de- du corps humain qui est organisé différemment. Mais bon, à un moment, il n'y a plus les substrats, il y a l'acide lactique qui peut s'accumuler, il peut y avoir voilà, une fatigue mentale, il peut y avoir différentes choses. Et, euh, et puis voilà, on perd un petit peu de vitesse, on perd un peu de fréquence par rapport à ce qu'on a mis, ou d'amplitude par rapport à ce qu'on avait mis en place. Moi, je dirais, là, aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, ce que je vous ai essayé de vous faire passer comme message aujourd'hui, soyez dans votre motricité et restez-y le plus longtemps possible avant de basculer, parce qu'on peut basculer aussi, c'est ça qui n'est pas bon. Mais l'optimiser quand on est fatigué, ben voilà, c'est mettre du relâchement. C'est aussi travailler en amont, peut-être sur des exercices de renforcement musculaire spécifiques à l'exercice. Voilà, alors soit en endurance de force, soit autrement, puisqu'on est en course à pied. Voilà pour la réponse aux questions que j'avais notées. Virginie. Oui, Pascal, bonsoir à Voilà. toutes et à tous. Effectivement, il y a eu quelques petits commentaires. Donc, une question de Virginie au tout début, cahier, donc qui demande comment on fait si on n'arrive pas à choisir entre les deux lettres de chaque item. On va consulter. Non. Ah ouais, alors c'est pas évident ça. Parce ça arrive souvent, on a un petit peu de tout, effectivement, et puis suivant comme je disais, l'attitude du moment, là, en ce moment, quand on est en train de le faire, c'est une manière un petit peu simple et rapide de le faire, c'est qu'on se retrouve à- voilà, s'il y a un petit peu de fatigue, eh ben, on hésite, on se dit, oui, mais j'ai un peu de ça, mais j'ai un petit peu de ça. Il faudrait voir ce qu'il remporte. Mais en revanche, alors, il me semble que sur le I le IE ou les JP, c'est peut-être moins difficile que sur le reste. Maintenant, je vais en profiter pour vous donner deux éléments sur au moins la M et la PM. C'est la manière de s'asseoir, par exemple. Si vous prenez une chaise, je dirais d'une hauteur normale, si vous arrivez à vous lever sans vous balancer vers l'avant, sans envoyer votre corps vers l'avant, vous levez pratiquement droit, enfin, même s'il bouge un peu, mais pas avoir une grosse flexion de buste, ben vous serez S. Et si vous avez besoin de mettre une flexion de buste, parce que vous n'arrivez pas à vous lever, vous êtes N. Parce que en fait, c'est l'activation de la PM de la postéromédiane pour se lever. Mais là, Virginie, la question de Virginie
dont tu me parles, effectivement, comme on fait, il faudrait approfondir en effet. Et c'est un peu plus compliqué après. Là, ça prendra un petit peu de temps en fait. Désolé Virginie qui a posé la question. Euh, Maintenant, moi, je veux bien essayer de répondre à la question, je dirais, en live sur une connexion FF3 si ça peut, si ça peut aider, quoi. OK. Alors, il y avait une autre question qui demande donc, est-ce inné ou peut-on basculer d'un profil à un autre avec l'âge, particulièrement avec la croissance? Non. En effet, enfin, oui, c'est inné. Très tôt, on voit les profils des enfants. Maintenant, il va y avoir les tempéraments ou des lettres qui se développent plus dans des temps que dans d'autres. Par exemple, la notion de rationalité du tempérament et le T, c'est plus post-adolescence, à l'âge de 20 ans. Puis après, on s'aperçoit qu'avec l'âge, on va mieux contrôler certaines choses, certains aspects des profils et on va mieux maîtriser les bascules, on va mieux maîtriser, de savoir où on en est, je dirais. Et après, on va accentuer certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui a une dominante F, hein, pour faire court à nouveau, eh ben, avec un peu d'âge, avec la maturité, après le fait d'avoir été parent ou grand-parent, par exemple, ben, ce F il va prendre une grande dimension vachement plus importante. Vous voyez, par exemple, ça c'est un exemple. Euh, Maintenant, et puis une meilleure compréhension de soi va faire que il y aura une meilleure maîtrise, mais après, sans forcément c'est quelque chose qui se fait aussi naturellement et spontanément. Ce que j'appellerais, ce que je dirais sur l'envie un petit peu de s'interroger et se poser des questions sur soi et de se remettre en question, ça s'appelle la sagesse, tout simplement. Euh, et du coup, voilà, sans forcément parler de l'aide, sans fondamentalement connaître le MBTI, sans fondamentalement avoir tout ça, l'intelligence, je dirais, de l'individu fait qu'il va mieux comprendre les choses. Mais sinon, non, vous arrivez avec votre bazar et débrouillez-vous avec, en fait. Virginie. Oui, alors Virginie, justement, Madame Caillé avait répondu, c'est peut-être avec la situation compliquée du moment qui n'aide pas. Voilà, suite à la réponse à sa question. Merci Virginie. Enfin, pas Virginie qui pose la question. Et ben voilà, la réponse est complètement là. Et ça va en lien un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui pouvait être périphérique. Et voilà. Donc là, le bon check, c'est un check, je dirais, physique et de quelqu'un qui sait le faire. Et là, bon, ben. Alors après, la subtilité, c'est que on peut tester quelqu'un qui est dans son ombre. Et ça, moi, j'ai tout vous avoué, enfin, je vais être très honnête avec vous. Ça a été pendant ma certification, ben, on devait tester, voilà, montrer aux deux, vous avez vu Ralph et Bertrand ce qu'on savait faire, parce que bon, ils nous donnent une certification. Et moi, j'étais dans la salle et j'attendais, puis on me présente deux. Et celui qui recrutait, ça se passait en Suisse, tout ça. Il recrutait souvent enfin souvent, presque tout le temps, il trouvait des jumeaux ou des jumelles. Mais putain, mais des jumeaux, des jumelles, des vrais, quoi. Il s'habillait pareil, et arrange ton col, il fallait faire les deux. Et à un moment, je vois ces deux jeunes filles, parce que j'étais jeune, qui rentrent, et puis je les teste. Bon, putain, sûr de moi, je vais voir Ralph, je lui dis tac, tac. Il me fait, t'as bien testé, mais c'est pas ça. Ah, j'ai dit, bah merde. Et en fait, on était pratiquement que des mecs, déjà avec un âge avancé, dans cette salle qui sentait la testostérone à donf. Et les gamines, elles sont rentrées là-dedans, mais elles ont basculé naturellement parce qu'elles se demandaient à quelle sauce elles allaient être mangées. Et en fait, j'avais bien testé la motricité, mais j'avais inversé les. Elles avaient basculé pas sur complètement, elles avaient basculé sur les attitudes, le I et le J, le P. Donc voilà, c'était une faute de tempo en fait. Et ça répond aussi partiellement à la question de Virginie. Voilà, la situation a fait que voilà, ils avaient basculé, mais bon, elle devait se sentir un peu sous stress. Mais bon, moi, je ne l'avais pas vu parce que je n'avais pas suffisamment d'expérience pour le repérer. Voilà. Alors sinon, j'ai aussi, alors qui n'est pas une question, mais un commentaire, hein, la non-intégration de certains réflexes archaïques peuvent colorer ou leurrer certaines réponses lors de tests sur les perfs motrices.
C'est une bonne question, ça aussi. Je pense pas, parce que le corps ne triche pas. Mais la question est intéressante sur le fait de travailler sur et de gommer, enfin de faire les exercices de correction des réflexes archaïques hein, quand ils ont été définis et de voir ce qui est perturbant. Mais ça, pour avoir bossé un peu avec les réflexes archaïques, avoir fait une formation aussi dessus, ça modifie pas le jeu, en fait, plus que ça. Par contre, ça modifie le jeu, je dirais, interne à la personne. Voilà. Mais les profils ne bougent pas. Alors, Ouais, une dernière question qui est, oui. donc, conseillez-vous de passer chez un posturologue de façon à confirmer ou infirmer une dominante MH ou MB? S'il est formé, oui. S'il est formé, oui, parce que pourquoi pas, hein, si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Euh, mais bon, voilà, après, tout le- après il y a différentes méthodes aussi. Hein. Vous connaissez aussi, bon, il y en a un qui bosse avec ça, vous connaissez, mais qui est plus sur la MPN, c'est Cyril Gindre Volodalen. Mais bon, nous, par exemple, on a un autre podologue du pôle, il est formé Volodalen et Action Types. Donc on parle le même langage. Et quand on va faire des postures vélo, alors là je diverge un petit peu, mais l'autre fois je suis allé faire la posture vélo de Pierre Lecor chez Winbike, enfin chez Specialized, pour son positionnement, parce qu'à la fois je le connais bien, à la fois je maîtrise un peu sur ses postures, le sujet, et puis à la fois Anthony, le podologue, est venu, et voilà, et on pouvait parler, discuter librement, on parlait le même langage. Vous vous rappelez, en préambule, ça fournit un langage. On parlait le même langage, Pierre là-dessus est intégré à la discussion, et puis on a fait pendant 2 heures, on a fait un super boulot. Mais voilà, mais après, si vous arrivez chez quelqu'un qui va vous faire une posture et qui travaille différemment, peut-être pas avec ces mêmes termes, vous dites, tu me fais, mais je suis AM ou PM, et de quoi tu me parles, bon, il va bien voir les tendances. Peut-être qu'il les appellera en revanche différemment. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais si vous avez du mal, ouais, pourquoi pas. Maintenant, regardez dans vos régions, il y a des gens formés sur cette, enfin, je dirais, dans le coaching sur ce type de pratique comme je vous ai présenté aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus qui travaillent sur le sujet. Mais après, il faut tomber sur quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. Il ne faut pas tomber sur un charlot. Quoi. Voilà. C'était la dernière question, Pascal. Ok, ben, je remercie tout le monde de l'attention. J'ai vu Joseph arriver un petit peu tard, là. Hein. Joseph, tu as raté l'heure, parce que je connais Joseph. Et J'étais dans le moment, désolé. bah, c'est fini, Joseph, mais tu connais un peu le Ouais. sujet normalement. Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée. Si vous avez quelques questions qui vous taraudent, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer peut-être un message et puis on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Virginie, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous tous.